côté de Grenoble, dans le massif de la Chartreuse. Et donc j'appelle par rapport à l'émission qu'il va y avoir sur la chasse. Donc je profite de cette tribune parce que en fait c'est compliqué parfois d'aborder ces sujets directement avec nos collègues chasseurs sans être très rapidement taxé d'anti-chasseurs. En fait, j'ai pas spécialement quelque chose contre la chasse. Je trouve que c'est un côté utile quand c'est bien pratiqué. Par contre, moi, ce qui me pose problème, c'est le partage de l'espace naturel. Quand on essaie de discuter avec les chasseurs, automatiquement, on dit que si on interdit la chasse le week-end, il y aura plus de chasse parce que les chasseurs travaillent, etc., etc. Ce que je peux comprendre. Mais d'un autre côté, pour les amoureux de la nature comme moi, c'est aussi compliqué parce que le week-end, on travaille pas et on aimerait bien se promener. Donc, moi, ce que je propose, c'est tout simplement le partage de l'espace. C'est-à-dire le samedi, les chasseurs chassent, le dimanche, les promeneurs se promènent. Et puis en semaine, il y a un jour, c'est le mercredi, où il y a les enfants qui n'ont pas école et où des parents qui ne travaillent pas ont peut-être envie d'aller faire prendre l'air aussi à leurs enfants. Alors pourquoi pas le mercredi et coupons la poire en deux. Pourquoi pas que le mercredi après-midi. C'est dommage qu'on puisse pas discuter sereinement de tout ça, quoi. Merci. Au revoir. Le répondeur de la Terre au carré, 01 56 40 45 45. Il y a un an, le 2 décembre 2020, Morgan Keane, 25 ans, décédé sous la balle d'un chasseur qui visait un sanglier alors qu'il coupait du bois devant chez lui. Le 28 octobre, un promeneur était blessé par un tir de chasse en Haute-Savoie. Et le 30 octobre, un automobiliste de 67 ans qui circulait entre Rennes et Nantes était touché par balle après le tir d'un chasseur. Il est décédé quelques jours plus tard des suites de ses blessures. Ces drames récents ont relancé le débat sur l'encadrement de la chasse. Et fin octobre, Yannick Jadot proposait d'interdire la chasse les week-ends et les vacances scolaires, rappelant qu'en 2000, Dominique Voynet, alors ministre de l'Environnement, avait imposé une journée hebdomadaire sans chasse. C'était le mercredi, une mesure supprimée 3 ans plus tard par la ministre de l'Écologie, Roselyne Bachelot. Faut-il donc revenir à ces interdictions dans un contexte où la chasse s'invite plus que jamais dans le débat présidentiel? Eh bien, c'est le dossier cet après-midi de la Terre au carré en partenariat avec l'Obs qui publie aujourd'hui un grand dossier intitulé La chasse, une querelle française. Et pour en parler, nous sommes avec vous, Émilie Brouze. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes donc journaliste à l'Obs et vous avez coordonné ce dossier avec vos confrères Sébastien Billard et Rémi Noyon. En duplex de France Bleu Provence, Adrien Dovetta, bonjour. Bonjour. Vous avez 24 ans, vous êtes président des jeunes chasseurs du Var et administrateur de la Fédération départementale des chasseurs du Var. Et puis en duplex de France Bleu Périgord, Gérard Charolois, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes magistrat honoraire, président et cofondateur de l'association Convention Vie et Nature et vous êtes président de la Société pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le Sud-Ouest. Vous avez publié Pour en finir avec la chasse aux éditions IMO. Voilà, on va se retrouver dans un instant pour évoquer sereinement cette idée d'interdire ou pas la chasse le week-end, le mercredi et les jours fériés avec les messages et les questions des auditeurs. La page de la Terre au carré pour vous exprimer, mais aussi les réseaux sociaux et pour vous entendre, l'application France Inter avec vos notes vocales. Bonjour Camille Cronier. Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde. On passera au vert à 14h30. Oui, moi j'ai parlé avec les amis de Morgan Keane qui sont à l'origine d'une pétition pour notamment interdire la chasse plusieurs jours, certains jours de la semaine. Elles ont été auditionnées la semaine dernière au Sénat. Voilà pour le sommaire de cette émission réalisée par Valérie Ayestaraï, préparée par Lucie Sarfati avec Laurent Baudouin à la technique. Mathieu Vidard, la Terre au carré. Sur France Inter. On entendait les coups de feu et les chiens très proches de nous. Donc on était avec nos 2 enfants en bas âge et c'était un petit peu flippant. On disait à nos enfants qui ont l'habitude de crier, forcément c'est des jeunes enfants, donc d'habitude on leur dit de se taire. Là on leur a dit de faire du bruit pour se positionner, pour montrer qu'on était là, quoi. On aimerait pouvoir se balader toute l'année tout simplement. Ce qui est dommage c'est que c'est à nous de faire attention alors que c'est eux qui ont un fusil. Voilà un témoignage de Julien Appert qui est fondateur de Rando Braise au micro de France 3. La question donc cet après-midi n'est pas faut-il purement et simplement interdire la chasse, mais faut-il la réguler? Faut-il l'interdire le week-end, par exemple le mercredi ou pendant les vacances scolaires? Question d'ailleurs qu'on vous pose en ce moment en story sur le compte Instagram de la Terre au carré. On fait un petit sondage pendant toute l'émission. Vous pouvez donc y répondre en allant tout de suite sur le compte de l'émission. Sujet donc avec l'Obs, puisque effectivement ce dossier qui sort aujourd'hui est signé La chasse, une querelle française. Émilie Brouze. 3 sujets sont développés d'ailleurs dans ce dossier.
Oui, voilà, on s'est intéressé à la chasse à quelques mois de la présidentielle parce qu'on voit bien que ça va être un des sujets de débat de cette campagne. On l'a vu avec la proposition de Yannick Jadot. En France, la chasse est un sujet passionnel. C'est aussi un sujet qui est au croisement de différentes thématiques de société. Je pense aux questions de mutation du monde rural, aux préoccupations écologiques, à la question du bien-être animal. Donc dans ce dossier, on consacre notamment un grand article au sanglier, qui est une espèce emblématique de la chasse et qui est en forte augmentation ces dernières années en France, ce qui n'est pas sans créer de dégâts et qui cristallise les tensions autour de la chasse entre agriculteurs, promeneurs, chasseurs. On consacre aussi un portrait de Willy Schran, le président de la puissante Fédération nationale des chasseurs, qui est quelqu'un de fort en gueule, qui se fait remarquer par ses sorties, qui a l'écoute d'Emmanuel Macron et on voit qu'il a envie de peser aussi dans la présidentielle. Ouais, donc la chasse, une querelle française. Plutôt que ce titre-là, Gérard Charolois, vous préférez parler de la mort loisir, un mal français, pour reprendre le titre de votre livre. Tout à fait, parce que en la matière, la France n'est pas une démocratie. Je vous dirais que toutes les enquêtes d'opinion, toutes, révèlent qu'une majorité de Français souhaiteraient davantage de réglementation de la chasse, notamment l'arrêt de la chasse le dimanche, 72% selon Kantar, qui est un institut de sondage, l'ancienne Sofres, et tous les sondages concordent. Mais en matière de chasse, nous vivons sous le poids d'un lobby artificiellement organisé, mais l'immense majorité des Français souhaiterait beaucoup moins de chasse. La France, c'est la lanterne rouge de l'Europe en matière de protection de la nature. C'est là où il y a le plus d'espèces chassables, où la chasse dure le plus longtemps dans l'année et où nous avons le plus d'espace ouvert à la chasse. Adrien... C'est un vaste problème et c'est une imposture. Oui. Et là, je dois dire qu'il y a un divorce entre l'opinion publique d'un côté et la classe politique qui se comporte comme s'ils étaient au bout du fusil des chasseurs. Les candidats à la présidentielle font tous, ou presque, la danse du ventre devant les présidents de fédérations de chasse, alors que la chasse ne représente pas, contrairement à ce que j'entends quelquefois, des millions de Français, mais, pour être très précis, 984 000, ce qui est encore beaucoup, certes, mais ce n'est même pas 1 million. Adrien Dovetta, il y a 40 ans, on va revenir sur les chiffres. 500 000 et que ce nombre baisse d'année en année. Adrien Dovetta, donc vous représentez les... que l'on puisse interdire la chasse le dimanche. Adrien Dovetta, donc pour vous laisser la parole du côté des chasseurs et des jeunes chasseurs en particulier que vous représentez pour le Var, est-ce que vous représentez le lobby artificiellement organisé des chasseurs, comme vient de le dire Gérard Charolois ? Mais écoutez, tout d'abord, je vais contredire à 2 reprises ce que disait Gérard Charolois. Premièrement, de validation, cette année, nous sommes à 1 200 000. Nous sommes 5 millions détenteurs du permis de chasse en France et 12 millions de ruraux. Il ne faut pas oublier les ruraux, parce que les ruraux font partie de la chasse. Aujourd'hui, il y a un sondage qui est sorti il y a quelque temps. 70% des Français, c'est le Figaro, donc ce n'est pas non plus rien, 70% des Français n'ont pas d'a priori sur la chasse. Donc c'est un chiffre qui est totalement à l'inverse de ce que disait le monsieur, disant que soi-disant 72% des Français étaient contre la chasse. Moi je peux vous dire aujourd'hui que la chasse, elle comprend énormément de monde. Elle touche les agriculteurs, elle touche les forestiers, elle touche tout le monde rural. Voilà, moi c'est ce que je peux vraiment dire. Je vais m'adresser pendant ce temps-là à vos auditeurs parce que c'est important. La chasse, elle ne se défend pas, mais elle s'explique. Et contrairement à ce qu'on dit, elle est dans beaucoup de cœurs de Français. Alors c'est ce qu'on va faire tout au long de cette émission, c'est expliquer précisément. Émilie Brault, justement, quels sont les chiffres sur lesquels on peut s'appuyer aujourd'hui sur le nombre d'accidents, parce que c'est la question qu'on pose, en souhaitant peut-être l'interdiction tout cas de la chasse le week-end, c'est de savoir ce que ça représente vraiment comme accident mortel ou pas chaque année. C'est quoi les chiffres? Parce qu'ils sont un peu controversés, on a du mal à avoir les bonnes sources finalement. Oui, alors l'Office français de la biodiversité pour la saison 2020-2021 recensait 80 accidents dont 7 mortels et 6 des 7 personnes qui ont été tués pendant cette saison étaient des chasseurs. L'année d'avant, l'OFB recensait 11 accidents mortels sur 136.
Alors, ce que relève notamment le collectif Un jour un chasseur, c'est que ce nombre d'accidents ne prend pas aussi en compte le nombre d'incidents qui émaillent la pratique et que c'est aussi... et eux ont fait d'ailleurs ce travail de recension d'accidents en faisant remonter des témoignages et qu'il y avait aussi un certain nombre de témoignages d'accidents qui n'étaient pas médiatisés. Ouais, on va écouter d'ailleurs Léa Jaillard de ce collectif Un jour un chasseur qui a été auditionné par le Sénat suite à la pétition lancée par son collectif justement pour faire interdire la chasse les dimanches et mercredis. On voit justement que ces chiffres, elle demande à ce qu'on les prenne vraiment avec beaucoup de précautions. Le calcul qui est fait, il est juste, mais il est biaisé. Il prend le chiffre de 99, c'est le plus élevé des 20 dernières années. Et il prend le chiffre de 2020, qui est le plus bas des 20 dernières années, parce qu'on était en plein confinement, entre autres choses. Et en fait, il calcule le taux d'évolution entre ces deux chiffres, sans prendre en compte tous les chiffres intermédiaires, de toutes les années intermédiaires, ni le fait que le nombre des chasseurs a baissé énormément pendant 20 ans, en fait. Donc ce chiffre, il veut clairement rien dire du tout, d'une part. Et d'autre part, en fait, les incidents qui sont recensés, c'est seulement les incidents qui ont fait l'objet d'une enquête de gendarmerie. Et en fait, nous, on s'est rendu compte avec nos témoignages que la plupart ne font pas l'objet d'enquête de gendarmerie. Et en fait, même, on nous rétorque souvent, c'est des chasseurs, la plupart. C'est plus de chasseurs que de non-chasseurs parce qu'ils sont là, parce que nous, on a peur d'aller se promener. Mais ça montre juste qu'ils savent pas se servir de leurs armes et que ils sont capables de s'entretuer. Donc ça, c'est quand même pas très rassurant, même pour des gens qui sont pas chasseurs. Donc c'est pas une excuse non plus de dire on s'entretue entre nous. Voilà, Léa Jaillard de ce collectif Un jour un chasseur à l'origine de cette pétition qui a réuni 100 000 signatures et on l'entendra également avec vous Camille tout à l'heure dans Camille passe au vert. Une réaction d'Adrien Dovetta sur justement les chiffres et le fait que oui, certes ça concerne plutôt des chasseurs mais que c'est pas une raison. Alors tout d'abord, permettez-moi de partager ma peine envers toutes les familles qui ont été touchées par ces accidents. Le mot accident prend tout son sens. Un accident, c'est quelque chose qui n'est pas volontaire. Aujourd'hui, sur la route, il y a des accidents toutes les minutes, toutes les 2 minutes. C'est pas pour ça qu'on va interdire de rouler en voiture. Concernant les accidents, ils ont considérablement baissé d'année en année. Et je vais vous dire pourquoi aujourd'hui on voit cet effet-là. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux prennent tout leur sens. Avant, les réseaux sociaux ne prenaient pas trop en compte tous ces chiffres-là, et aujourd'hui, on les connaît. Un travail est fait auprès de la FNC sous l'impulsion de notre président Willy Schran avec la loi de 2019. La loi de 2019 qui est la réforme de la chasse. La réforme de la chasse, elle comprend quoi ? Elle comprend la formation décennale de sécurité qui est obligatoire pour tous les chasseurs et ce d'ici 10 ans. Donc ils sont formés. C'est-à-dire qu'il va y avoir comme un recyclage, si vous voulez, de tous les chasseurs français, quels qu'ils soient, peu importe leurs âges. En France, ça va être fait. Et c'est à l'initiative des chasseurs et de son président Willy Schran. C'est-à-dire concrètement, Adrien Dovetta, vous qui êtes concerné, vous allez devoir faire quoi, par exemple ? Je vais devoir participer à une formation décennale, donc sous 10 ans, pour revoir les questions de sécurité, pour voir les accidents qu'on a pu connaître malheureusement sur le territoire national, voir comment axer vraiment sur la sécurité, comme c'est fait lors de toutes les battues. Avant chaque battue journalière, il y a quand même les consignes de sécurité qui sont dictées, et il y a aussi tous les ans, dans chaque fédération, les commissions de sécurité obligatoires. Les commissions de sécurité, elles comprennent les chefs de battue, les présidents de société ou leurs représentants, sous les impulsions des fédérations départementales. Elles sont obligatoires également. Donc, du côté de la sécurité, on axe vraiment la sécurité. La sécurité, c'est le maître mot aujourd'hui pour la Fédération nationale et pour les fédérations départementales. Il faut rappeler quand même que 2020-2021, les chiffres sont un peu biaisés parce qu'il y a eu quand même le Covid et une longue période de confinement. Donc, on ne peut pas non plus tellement se référer à la baisse des chiffres sur cette année-là. Vous êtes d'accord avec ça, Adrien Dovetta ? Je peux être d'accord, mais on chassait. Si on parle de chasse aujourd'hui, le confinement, on a eu une mission d'intérêt général et l'État nous a donné le droit de chasser parce qu'il fallait qu'on régule les sangliers, la population de sangliers qui était en prolifération. Donc on avait une mission d'intérêt général. Ouais. Donc la chasse, on y était. Et comme vous l'avez dit, malheureusement, les accidents comprennent 6 à 7 mortels qui comprennent des chasseurs. C'est pour ça qu'on était dans les bois, on était sur les massifs. Gérard Charolois, on va marquer une petite pause s'il vous plaît, et puis on vous redonne la parole dans un instant parce qu'il y a beaucoup de messages aussi de la part des auditeurs sur franceinter.fr, donc on a des questions à vous soumettre. À tout de suite. La Terre au carré sur France Inter. Bonjour, je suis maman de 3 petits garçons, nous vivons dans le Morbihan. Alors vous vous posez la question de l'exercice de la chasse le week-end. Moi, de par mon expérience, je me pose la question sur le réel respect des lois, déjà.
Car lors d'une balade à vélo dans notre quartier avec l'un de mes fils, je précise un mercredi après-midi, 2 chasseurs ont tiré dans notre direction, à environ une vingtaine de mètres en hauteur, pour tenter de tuer un faisan. Donc voilà, mon fils a eu peur, moi aussi. Il n'y a pas eu d'excuses, nous avons préféré continuer notre chemin. Je me pose la question, tout simplement, si nous ne sommes pas trop nombreux pour que la pratique de ce sport, entre guillemets, soit encore d'actualité et sans réel risque pour les uns et les autres. Merci. Voilà, merci à Cora pour ce témoignage sur l'appli France Inter. Pour parler de la chasse cet après-midi, Émilie Brousse, donc de l'Obs, Gérard Charollois avec nous, président et cofondateur de cette convention Vie et Nature, et Adrien Doveda, qui est représentant des jeunes chasseurs du Var. Je vais vous laisser la parole, Gérard Charollois, parce que c'est ce que vous réclamez, vous, finalement, depuis longtemps. Voilà, tout à fait. D'abord, pour vous donner quand même très bonne nouvelle, c'est que le nombre des chasseurs diminue d'année en année. Quand je suis arrivé dans ce département rural du sud-ouest, qu'est la Dordogne, en 1984, il y avait 40 000 chasseurs. Aujourd'hui, très officiellement, ils sont 17 000. Et c'est national. Donc c'est une très bonne nouvelle. Les mentalités évoluent parce que la chasse pose un problème éthique fondamental. L'animal n'est pas une chose, c'est pas une machine, c'est pas un objet, c'est un être sensible. Et une balle qui broie les os, des plombs qui déchirent les chairs, occasionnent à un être sensible une souffrance considérable. Pourquoi ? Pour le loisir, pour la distraction. Donc les mentalités évoluent, et selon moi, ce loisir de mort est un loisir à terme condamné pour des raisons éthiques, morales, bien sûr pour la sécurité, parce qu'une arme, ça sert pas à faire de la musique, ça sert pas à se distraire, ça sert à tuer, ça ne sert qu'à tuer. Donc c'est tout à fait insécurisant pour les gens de se promener quand il y a des gens en armes, qui ont des armes redoutables, qui peuvent porter très loin et qui peuvent blesser ou tuer. C'est une insécurité certaine, mais c'est pas la seule raison. La vraie raison, c'est qu'il faut apprendre le respect de la vie et que c'est beaucoup plus intéressant d'observer des oiseaux et d'observer la nature que de les transformer en cadavres. Justement, voilà à ce sujet, Gérard Charollois, Christine nous écrit sur franceinter.fr à propos de la nécessité, elle met des guillemets, de la chasse. Willy Schran, le président de la fédération, reconnaît lui-même que les chasseurs ne chassent absolument pas pour réguler, mais par plaisir. Oui. Tuer et torturer par plaisir en psychiatrie, dit-elle, cela porte un nom, le sadisme. Et puis, on a des messages pour vous, Adrien Doveta, sur Facebook. Aurore, par exemple, nous dit non, non et non, les ruraux ne sont pas tous pro-chasse. Et Roy ajoute, je suis rural, ma famille est rurale, mes amis sont ruraux, entre le Bugey et le Nord-Isère, je suis anti-chasse, donc arrêtez de penser, messieurs les chasseurs, que les ruraux sont forcément pro-chasse. Vous disiez tout à l'heure, Adrien Doveta, 12 millions de ruraux, comme si effectivement tous les ruraux étaient des chasseurs. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? C'est une blague. Adrien Doveta. Je n'ai en aucun cas, je ne vous ai jamais dit que les 12 millions de ruraux, c'était 12 millions de chasseurs. Je vous dis qu'il y a 12 millions de ruraux et on est en contact permanent avec eux. Oui, mais est-ce que vous reconnaissez que tous les ruraux ne sont pas chasseurs et ne sont pas pro-chasse, d'ailleurs ? Mais évidemment, ce n'est pas la majorité. Et ils sont surtout Dieu sait que nous, on connaît ces chiffres-là, et on n'a jamais dit que tous les ruraux étaient des chasseurs. Et on comprend aussi que chez les ruraux, il peut y avoir des anti-chasses. En fait, on vous dit ça, Adrien Doveta, on vous dit ça parce que l'argument qui revient souvent de la part de la fédération en particulier, c'est que la chasse, c'est la ruralité, et que donc interdire la chasse, c'est s'opposer à la ruralité, et on entend souvent des insultes. Là d'ailleurs, on a un message de Jean qui dit, il faut pas tomber sous les arguments des anti-chasses bobos citadins, comme si les anti-chasses n'étaient que des bobos citadins, ce qui est faux. Ouais. Non, mais je ne vais en aucun cas vous dire que les citadins ce sont des bobos. Je vais vous dire, la pratique de la chasse, elle se fait en quel milieu ? En ville ou à la campagne ? Elle se fait à la campagne. Oui, mais elle se fait par beaucoup de citadins, Adrien Doveta. Ça, vous oubliez de le dire assez régulièrement. Mais elle se fait par les citadins qui pratiquent la chasse, madame, ce sont des gens qui aiment la chasse. Ils ne sont pas contre la chasse, et pourtant ce ne sont pas des ruraux, et pourtant ils viennent de la ville. Donc vous voyez que le maillage, on peut le faire, et le partage, on le fait. Émilie Brousse, vous êtes allée sur le terrain, justement. Où est-ce que vous êtes rendue pour justement étudier ce dossier chasse, et qu'est-ce que vous avez observé sur les tensions précisément, et les questions qui se posent sur l'interdiction ou non de cette pratique ? Alors, je me suis rendue notamment à Laillé, en Bretagne, donc c'est la commune où est mort l'automobiliste
qui a reçu une balle quand il circulait sur la 4 voies. À l'Aillé, en fait, suite à cet accident, et auparavant ils avaient connu aussi d'autres incidents, la mairie a pris un arrêté pour restreindre la chasse, interdire l'usage de la carabine et éloigner aussi les chasseurs des habitations. Et en fait, elle est récemment revenue sur son arrêté parce que les chasseurs avaient arrêté de chasser et les agriculteurs, voyant les sangliers revenir sur la commune, s'inquiétaient pour leur culture. Ouais. Et donc cette mairie avait organisé un débat public début décembre qui a regroupé des habitants, des chasseurs, des agriculteurs pour essayer de trouver un terrain d'entente. Effectivement, la question d'avoir des plages de temps, une après-midi par semaine ou un jour par semaine non chassé est revenue. Et bon, c'est encore en cours de discussion, mais c'est ce qui se dessinait en tout cas. Adrien Dovetta, alors pour essayer de répondre quand même à la question qui nous intéresse aujourd'hui sur l'interdiction de la chasse, est-ce qu'il y a quand même, de votre côté, les chasseurs, une porte un peu entrouverte au moins à la discussion, parce que c'est pas du tout le cas du côté de votre président Willy Schran, qui ne veut rien céder pour protéger votre activité. Est-ce que vous seriez prêt quand même à discuter sur des aménagements? On entendait tout à l'heure notre auditeur, qui était quand même très mesuré, et qui disait, il faudrait peut-être un jour sur deux, ou le matin, l'après-midi, le mercredi, voilà. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Moi, je vous réponds qu'aujourd'hui, l'ensemble des chasseurs, ou la majorité, soutiennent leur président Willy Schran. Je vous explique. En France, il y a ce qu'on appelle un droit de chasse, donc les chasseurs le pratiquent, et un droit de propriété. Le droit à la propriété, c'est un droit fondamental. Le territoire français comprend 84% du territoire privé. 84%. Donc 95% des terres agricoles sont également privées. Aujourd'hui, nous travaillons quotidiennement avec les agriculteurs et avec les forestiers. D'ailleurs, si vous pouvez même appeler le directeur du CRPF, je m'engage à ce que vous voyez avec les chasseurs. Comment ? C'est quoi le CRPF ? C'est le syndicat des forestiers. C'est le syndicat des forestiers. Mais pardon, Adrien Dovetta, mais on a Norbert par exemple qui nous écrit que les promeneurs, il dit moi je vais souvent en Auvergne par exemple, comment sait-on qu'un terrain est privé? On entre des fois dans les forêts sans voir les panneaux qui les situent dans le domaine privé. Et là, puis il y a un vrai souci. Une balle n'a pas de frontières, c'est-à-dire qu'elle peut effectivement traverser une route, un champ sans avoir du tout de mur qui l'arrête. Oui, et puis si vous circulez le long des routes, vous verrez des chasseurs en armes. Donc vous n'êtes prêt à aucun aménagement. Vous dites on est sur la position de Willy Schran. Willy Schran, il est prêt à aucun aménagement. On laisse la situation telle qu'elle, statu quo. Adrien Dovetta. Ce que je peux vous dire très concrètement, c'est que le partage, il se fait déjà. Il est en train, nous, dans nos collines, dans nos territoires, on le fait. Là, vous entendez que les minorités, mais la majorité, ça se passe très bien. Et bien souvent, les chasseurs, on est des chercheurs de champignons, on est des randonneurs, on fait du vélo. Donc, le partage de la colline, il y est. Sauf qu'il faut bien savoir quelque chose, c'est qu'il y a des droits de chasse. Donc, aucune concession de votre côté, c'est-à-dire aucune concession sur un aménagement, les jours fériés, le week-end, le mercredi. Non, c'est ce que vous dites, Adrien Dovetta. Rien. Mais c'est ce qu'ils disent toujours. Mesdames, mais si je vais m'adresser aux éditeurs et répondre à votre question, il y a un droit de propriété en France, d'accord ? 84% du territoire est privé. Oui, vous venez de le dire. Ça voudrait dire, moi, si vous voulez, je vous prends un exemple. Je vous prends un exemple très très simple. Vous voulez interdire la chasse le dimanche. Eh bien, nous, par contre, les propriétaires privés et les forestiers, on interdira la marche et la randonnée le samedi. Donc, tous les jours où c'est qu'il n'y a pas s'il n'y a pas de chasse, nous on interdit tout accès à nos collines. Bon, enfin, le risque est quand même pas le même. Entre un fusil et des chaussures de marche, on peut pas non plus comparer les deux, non? Non, mais c'est comme si moi, demain, vous venez chercher des champignons chez moi et que moi, je vais dans votre appartement chercher une pomme. Bon, allez, on y revient dans un instant. En termes de droit et en termes de législation, c'est pareil. Vous comprenez. Gérard Charolois, très vite. C'est un peu amusant de voir maintenant les chasseurs se mettre en plaidoyer de la propriété privée alors qu'ils l'ont violée et que j'ai dû, moi, aller plaider devant la Cour européenne des droits de l'homme contre la loi Verdeil par laquelle les chasseurs voulaient imposer aux propriétaires leurs pratiques alors que ces propriétaires n'en voulaient pas. Et la France a été condamnée en 1999 par la Cour européenne des droits de l'homme pour sa loi sur la chasse. La vérité, c'est que nous sommes en présence d'un lobby qui a décidé de ne rien concéder, ni en matière de temps de chasse, ni sur les espèces chassables, ni sur les modes de chasse. Pour eux, c'est aucune concession, aucun dialogue. Nous tenons l'État sous notre botte et c'est nous qui commandons dans ce pays. Allez, on y revient dans un instant. Il faut la dire. On continue la discussion pour effectivement ce thème sur l'interdiction ou pas de la chasse le week-end en particulier. France Inter.
La Terre au carré. 14h34, Camille passe au vert, on reste dans le thème. Et j'ai parlé, avec 2 des femmes à l'origine de la pétition intitulée « Mort, violence et abus liés à la chasse, plus jamais ça », qui a recueilli plus de 100 000 signatures depuis septembre et a donc permis de mettre le sujet de la sécurisation de la chasse sur la table du Sénat. Elles ont été auditionnées la semaine dernière. Léa Jaillard et Mila Sanchez, amies de Morgan Keane, 25 ans, mort il y a 1 an, le 2 décembre 2020, chez lui à Calvignac dans le Lot. Morgan, il a été tué dans son jardin, il coupait du bois. Il était à 80 mètres de sa maison. Il avait coupé du bois tout l'après-midi avec une tronçonneuse. Il avait un casque anti-bruit orange fluo. Et il s'est pris une balle d'un chasseur qui dit avoir confondu Morgan, 1,90 m, avec un sanglier et est aujourd'hui en attente de son procès pour homicide involontaire. Il avait un demandé, il était dans son jardin, en plus en plein confinement. Alors Mila Sanchez, qui le connaissait elle depuis la maternelle, lance moins d'une semaine après avec Léa Jaillard et d'autres amis le collectif Un jour, un chasseur, comme le début d'une histoire que les gens sont appelés à compléter et elles ont croulé sous les messages. Quand on a commencé à lire des témoignages, on s'est dit oui, le problème il existe depuis longtemps. On s'est rendu compte que il se passait des choses tous les jours, des balles dans des maisons, dans des voitures, des animaux de compagnie tués, des gens qui ont peur de sortir de chez eux et qu'il fallait qu'on en parle parce qu'on n'en parlait pas en fait. Une sorte de libération de la parole pour que ces événements ne soient pas banalisés en étant considérés comme un homicide involontaire, en l'occurrence un accident quoi. Nous, on a été choqués d'entendre répéter le terme d'accident, que le risque zéro n'existe pas et que c'est des choses qui peuvent arriver. Le fait juste d'accepter ces drames-là comme des accidents, c'est accepter la possibilité que ça peut arriver en fait. Et pour nous, ça marche pas. Pour nous, on peut pas accepter cette violence-là. Enfin, en fait, ils banalisent ces morts et nous, on veut montrer que c'est pas normal en fait. Et qu'on a le droit de demander à ce que ça change. Enfin, je sais pas, c'est absurde quoi. 5 propositions dans leur pétition. Pas de chasse absolument tous les dimanches et les mercredis de l'année. Une formation plus stricte et un renforcement des règles de sécurité. Un meilleur contrôle des armes et des comportements à risque. Des sanctions à la hauteur des actes. Et enfin, une reconnaissance des victimes par l'État que le collectif considère comme responsable. Pour nous, c'est l'État qui est responsable quand il y a de tels drames, dans la mesure où il légitime complètement cette pratique qui est violente et dangereuse, et qu'en plus, il n'y a aucun soutien ni financier ni psychologique après pour les victimes ou les proches des victimes. Et oui, parce que ce sont aussi des habitants, des villages qui sont sous le choc, comme dans le Lot où Mila Sanchez vient de rentrer. J'y pense tout le temps en fait, même là dans mon jardin, je me dis mais j'habite à 3 km de chez lui quoi, j'habite juste à côté. Les balles, là même elles peuvent traverser la route comme l'automobiliste qui a été tué. Et le fait que ça arrive à un ami d'enfance et voisin, ça rend vraiment, je sais pas comment dire, ça rend vraiment le truc réel. On se dit ça arrive pas qu'aux autres, ça peut arriver à tout moment en fait. Et ça se confirme en regardant ce sondage Ipsos pour l'association One Voice de septembre dernier, dans lequel 83% des répondants estiment que oui, la chasse pose des problèmes de sécurité pour les promeneurs. Et dans un autre sondage IFOP pour la Fédération nationale des chasseurs, cette fois c'était en avril, 88% disaient que les chasseurs devaient mieux informer les habitants en période de chasse. L'opinion publique, elle est là, elle attend que ça. Du coup, on espère que le Sénat va le comprendre et se montrera à la hauteur parce qu'en fait, jusqu'à présent, il pouvait un peu fermer les yeux, mettre des œillères. Là, au moins, on a tout exposé sur la table. On a montré les photos des maisons, des balles, des chambres d'enfants traversées par les balles, des animaux de compagnie tués. On a montré le visage des victimes. Donc tout ça, maintenant, en fait, ils peuvent plus faire comme s'ils savaient pas. La mission promet une réponse d'ici l'été prochain pour modifier la loi ou pas, sans entendre parler de la présidentielle, a précisé le rapporteur qui veut, je cite, dépassionner le débat et rechercher l'intérêt général. Léa Jaillard et les autres ne demandent, eux, qu'un petit peu de bon sens. Quand on pense qu'il y a des gens qui se promènent avec des armes en pleine nature et qui l'utilisent n'importe comment, parce que soi-disant ils voient des sangliers passer à vélo ou en train de couper du bois, il y a un problème. On veut juste que plus personne se fasse tirer dessus dans son jardin ou au volant de sa voiture ou qu'on ait peur d'aller se promener en forêt en fait. C'est tout. Plus aucun mort, blessé ou apeuré, non-chasseurs ou chasseurs, sans demander l'interdiction de la pratique. Ce n'est pas leur but, mais simplement une meilleure organisation. Et c'est Camille passe au vert, à réécouter bien sûr sur la page de La Terre au carré. Adrien Dovetta, avoir une position comme la vôtre, je ne parle pas de la vôtre personnelle, je parle de celle que vous portez en tant que président des jeunes chasseurs du Var et associé à la Fédération nationale, de dire non, en gros, on ne bouge rien, on est complètement opaque à
toute ouverture et tout dialogue finalement sur cette proposition d'interdire, alors que, encore une fois, je le dis, 83% des sondés disent qu'il y a des problèmes de sécurité, et dans un sondage fait pour vous, pour la Fédération nationale, c'était 88% qui trouvent qu'il n'y a pas assez d'informations en période de chasse. Comment vous pouvez en gros être sourd à tous ces Français qui estiment qu'il y a un problème ? Écoutez, je ne vais encore vous dire que les chasseurs, nous mettons tout en œuvre pour que la sécurité soit taxée. La sécurité, c'est notre maître mot. Je vais vous rappeler encore la réforme de la chasse qu'à notre initiative, nous avons mis en place. Je vais vous dire qu'un accident, ça peut arriver. Je ne vais pas commenter... Attendez, vous avez entendu ce qu'elles ont dit. Elles disent que c'est pas un accident, en fait. D'ailleurs, là, en l'occurrence, sur le Morgan-King, ça s'appelle un homicide involontaire, Adrien Doveta. Ça s'appelle pas un accident. Alors, permettez-moi de ne pas commenter cette affaire-là, puisqu'elle est encore en cours. C'est un fait, c'est une inculpation. Homicide involontaire. Je ne vais pas commenter une affaire qui n'a pas encore eu de jugement, qui n'est pas encore jugée. Je laisse le tribunal le faire. Et je peux vous dire que si la sécurité n'a pas été respectée au cours de cet accident, de cet homicide involontaire, de cet accident, j'en suis persuadé que la sécurité, je suis persuadé que le président national condamnera, si jamais il est prouvé ou non, par les tribunaux, par la loi, et non pas par les journalistes ou par les témoignages, que l'homicide volontaire y est. Adrien Doveta, pour le conducteur de Bretagne, c'est également un homicide involontaire. Hein. Le parquet de Rennes l'a bien dit. Est-ce que vous ne pensez pas que finalement cet immobilisme de votre part, de la part des chasseurs, nuit à votre image ? Vous feriez une ouverture finalement. Vous diriez OK, on est prêt à discuter sur le mercredi par exemple. Vous pensez pas que ça pourrait quelque part renvoyer une image un peu positive et donc permettre d'apaiser aussi les tensions vis-à-vis de la chasse en général ? Vous savez quand même que les chasseurs, ce sont des gens comme tout le monde, ils travaillent. Donc le mercredi, c'est souvent les retraités ou les gens qui posent des congés pour aller à la chasse, ou des chefs d'entreprise, ou peu importe. Mais vous entendez bien quand même qu'il y a un droit de propriété, et ça vous l'oubliez. Mais vous l'avez déjà dit, ça fait 3 fois là. On va se répéter un petit peu. Je le dis, et je le redirai, parce qu'aujourd'hui, les gens veulent venir marcher, randonner, chercher des champignons sur des terrains privés. Mais alors dans ces cas-là, les chasseurs ne manifestaient pas quand il y a des associations, par exemple, qui achètent des terrains pour les privatiser justement pour que les chasseurs n'y viennent pas, parce que vous manifestez aussi contre ça, donc à la limite soyez cohérents. Gérard Charolois pour réagir. Oui, je crois que là c'est caricatural et ça montre bien au public que le monde de la chasse est prêt à aucune concession, à aucun dialogue. Ils tiennent l'État, ils savent qu'ils ont un certain nombre de politiques qui sont à leurs ordres, ils sont organisés en une structure corporatiste, je pourrais d'ailleurs très bien l'expliquer sur le plan juridique, qui remonte au gouvernement de Vichy, qui a créé les sociétés départementales des chasseurs par une ordonnance du 28 juin 41, publiée au journal officiel de l'État français du 30 juillet 1941. C'est-à-dire que une structure corporatiste, c'est une organisation obligatoire avec adhésion et cotisation obligatoire. Donc, si vous voulez, vous avez une structure pyramidale extrêmement puissante, et le monde de la chasse est très, très puissant en France, mais non pas par le nombre des chasseurs, dont on vient de démontrer qu'il est en baisse constante, mais par cette organisation artificielle, et ces gens-là ont décidé de ne rien concéder, que ce soit en mode de chasse, on s'en est encore rendu compte avec l'affaire des gluots et des matoles, où ils ne veulent rien concéder, ni sur la sécurité. Dans aucun domaine, le dialogue, malheureusement, n'est pas possible. Émilie Brouze, est-ce que vous avez pour l'Obs quand même rencontré des chasseurs qui sont prêts, eux, à faire des concessions ? Est-ce que ça existe ou pas ? Alors oui, à l'Aillé, notamment pendant la réunion publique, je pense à un chasseur qui a eu son permis depuis 1961, qui disait que lui ne chassait pas toutes les semaines, que c'était aberrant de chasser toutes les semaines et qu'il était tout à fait pour... Capable de poser son fusil, quoi, finalement. Voilà, qu'il était tout à fait pour l'instauration d'un jour non chassé. Allez, on y revient dans un instant. D'autres questions pour vous qui arrivent, très nombreuses sur franceinter.fr. La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard, sur France Inter. Mais c'est pas vrai. Moi, je suis propriétaire de terrains privés et je n'ai aucun moyen d'interdire les chasseurs de venir dessus, à moins de faire une demande et qui sera validée 5 ans plus tard. Mais les lois sont complètement à côté de leur pompe. La liste du gibier n'est pas à jour, mais c'est du n'importe quoi.
Isabelle de Bretagne qui vient nous laisser un message sur l'appli France Inter pour parler de la chasse. Faut-il l'interdire, entre autres le week-end, avec Émilie Brousse de l'Obs. Nous sommes en partenariat avec le magazine qui sort aujourd'hui un dossier sur le sujet. Gérard Charolois contre la chasse et Adrien Doveta, chasseur, jeune représentant des chasseurs du Var. Adrien Doveta, vous entendiez cette auditrice et dit c'est la croix et la bannière pour faire justement interdire la présence des chasseurs sur les terrains privés. Oui, ben ça, je peux l'entendre. Hein. Je ne dis pas que tous les chasseurs, c'est comme dans tout. Hein. Il y a des chasseurs qui ne respectent pas forcément les règles et on y veille. On veille à faire respecter un maximum de règles. On veille à ce que la sécurité soit axée. Et bien évidemment, comme dans tous les utilisateurs de chaque passion, de chaque loisir, de chaque, je vais vous dire, attribution sportive, ce que vous voulez. Aujourd'hui, il y a des bons et des mauvais. On le sait très bien et on axe vraiment tout ça et on y veille. Donc, je ne peux pas vous dire que ce n'est pas vrai. Je ne vais pas dire à cette auditrice que c'est une menteuse. Je n'y suis pas pour le savoir. Vous allez chasser combien de fois par semaine, Adrien Doveta ? Mais moi, vous savez, je suis étudiant, donc j'ai des études, donc je n'ai pas chassé tous les jours. J'essaye d'y aller donc le week-end, le samedi, le dimanche, mais après, voilà, j'ai des études, donc je ne peux pas y aller tous les jours de la semaine. Et alors, on a un message de Robert, tiens, qui fait une suggestion, vous allez me dire ce que vous en pensez. Il demande si on pourrait pas, par exemple, penser par département à une limitation de la vente de cartouches aux chasseurs. Il dit peut-être qu'agir là-dessus serait déjà un bon moyen de limiter le nombre de tirs. Est-ce que ça, vous pourriez éventuellement être favorable à ça ? Mais, là, c'est un tout autre débat. Donc là, vous êtes en train de demander aux armuriers de vendre des cartouches à moindre quantité. C'est comme si je vous dis, on ne peut pas demander à n'importe quel magasin de vendre des cartouches à moindre quantité. Là, finalement, c'est un fait pour essayer d'interdire la chasse à un moment donné. L'interdiction de cartouches, je ne peux pas... Encore une fin de non-recevoir. Adrien Doveta, je peux préciser quelque chose quand même. Si vous êtes ici aujourd'hui dans l'émission, c'est aussi que je vous avais interviewé à la rentrée au moment des manifestations dont vous faisiez partie contre l'interdiction de certaines chasses traditionnelles. Et si je puis me permettre, je vous avais trouvé un peu plus constructif à l'époque. Je sais que vous avez Willy Schran hier au téléphone. Je sais pas ce qu'il vous a dit, mais voilà, je voulais juste le préciser pour les auditeurs qui nous écoutent. Daniel, lui, nous écrit... Attendez, alors, je ne peux pas vous laisser dire ça, je n'ai en aucun cas eu Willy Schran au téléphone hier. D'accord. Voilà, je peux pas vous le prouver parce qu'on n'est pas ensemble, mais je n'ai en aucun cas eu Willy Schran au téléphone. Sauf que je défends ma passion parce que c'est un partage, c'est une tradition, c'est la convivialité, c'est la transmission intergénérationnelle. Donc je ne peux pas laisser. Et vous avez 24 ans, je le répète. C'est vous qui le dites. Daniel nous écrit, on a pas mal de messages sur ce thème-là d'ailleurs. Je vous cite celui de Daniel par exemple qui nous écrit: mon père était président d'une petite société de chasse. Il déconseillait les promenades à la campagne les après-midi parce que le principal risque c'est l'apéro, le repas trop arrosé et les digestifs. Et on a beaucoup de messages autour des problèmes que peut poser l'alcool parfois chez les chasseurs. Est-ce que c'est une réalité, Adrien Doveta ? Ce sont de vraies questions. Hein. Je vais répondre du coup à vos vraies questions. La chasse, l'alcool à la chasse, c'est 0. Tolérance 0. D'accord ? Pourtant, on sait que ça existe. Jamais il y a... Comment ? On sait que ça existe pourtant. Et c'est ça aussi qui fait le danger pour les promeneurs. Mais ça existe partout. Vous allez jouer au football, après le match de foot, il y a de l'alcool, et c'est pas pour ça qu'on va interdire le football, parce que sinon ils vont prendre une voiture derrière. On se balade pas avec un fusil, enfin je vais pas... Mais permettez-moi une remarque à ce sujet. On prend le véhicule derrière. Gérard Charolais, oui. Mais juste une remarque. Il existe un délit spécifique de conduite en état d'ivresse, parce qu'une voiture c'est dangereux, c'est vrai, et il n'y a pas de délit spécifique de chasse en état d'ivresse. Et pourtant, un fusil, c'est encore plus dangereux qu'une voiture. Gérard Charolois, pour bien préciser, parce que certains auditeurs peuvent croire qu'il y a un parti pris, ce qui n'est pas forcément le cas, les associations, y compris la vôtre, ne sont pas forcément, malgré les apparences, contre l'interdiction de toute la chasse. C'est certaines pratiques. Et évidemment, là, en l'occurrence, le débat d'aujourd'hui, d'essayer d'aménager des choses pour que ça se passe mieux entre tout le monde. Est-ce que vous pouvez préciser ça, s'il vous plaît ? Moi, pour ma part, sur le plan éthique, je comprends que l'homme qui a faim puisse chasser pour se nourrir. Ça peut être légitime. Et la chasse du pygmée, de l'Indien d'Amazonie, me paraît normale. C'est une chasse vivrière. Mais le fait de tuer, pour se distraire, me pose un problème éthique, un problème moral. Et je crois que ce problème moral, il faut avoir le courage de le poser. Et moi, je le pose. Comment l'homme peut-il occasionner des souffrances à un être sensible sans
une nécessité absolue. Oui, mais alors, monsieur Charolois, pardon, excusez-moi, je vous interromps, mais du coup, on va essayer d'être constructif de votre côté aussi. Vous vous doutez bien que la chasse pourra pas être interdite comme ça du jour au lendemain. Donc, est-ce que ça serait aussi pas un premier pas de réussir à vous entendre sur peut-être un jour d'interdiction par semaine? Attendez, je le sais, et comme je le dis toujours à mes amis, les artichauts se mangent feuille à feuille. Hein. Alors il faut être réaliste. Donc c'est la patience. Et en effet partir des réalités, à la différence des chasseurs qui eux pensent qu'ils vont pouvoir bloquer tout le temps l'évolution des mentalités. Ouais. Nous savons qu'une société évolue par étapes. C'est évident. Émilie Brouz, c'est une évidence. En tout cas, visiblement, on n'y est pas parce que le dossier de l'Obs, c'est un peu sa conclusion aussi. C'est que ce dialogue, il est complètement bloqué aujourd'hui. Il est bloqué, mais il est bloqué parce que le monde de la chasse, monsieur Charolois, le dialogue. Et ça, je vais vous dire, c'est de la faute, bien sûr, des chasseurs, mais je vais dire plus que d'eux, c'est de la faute des politiques. Allez, on va parce que les politiques ont une vision absolument archaïque du peuple français. Beaucoup de politiques s'imaginent que le peuple français est un peuple de chasseurs, ce qui n'est statistiquement pas vrai et sociologiquement pas vrai. Donc, je vais dire aux hommes politiques, ayez le courage de faire appliquer les lois démocratiques, la volonté des citoyens, instaurer un véritable dialogue, mais tout simplement en faisant votre rôle. Un rôle de service public, c'est-à-dire un rôle d'équilibre, ce qui n'est pas le cas actuellement. Ils font la danse du ventre devant les présidents de fédération de chasse. Émilie Brouz, s'il vous plaît. Gérard Charolois, je vous coupe la parole, on voudrait écouter Émilie Brouz. On a compris. La patience aujourd'hui, effectivement, mais il va en falloir beaucoup, visiblement, avant d'arriver à instaurer un dialogue. Hein. C'est quand même mal parti pour le moment. C'est vrai que ça semble compliqué. Après, je reviens sur l'exemple de l'Aillé, c'est parce que cette réunion publique, c'était tous les acteurs étaient là au même endroit. À la fin de la réunion, il y avait quand même moins de tension. Les gens s'étaient écoutés et on voyait qu'il y avait peut-être possibilité de trouver un terrain d'entente. Entre les pour et les contre, évidemment. On a fait un petit sondage sur Instagram il y a quand même 700 votants. Faut-il interdire la chasse le week-end et les jours fériés? 93% disent oui, il faut l'interdire. C'est sur France Inter, évidemment, pour ce petit sondage. Adrien Dovetta, à la rentrée, donc on le disait tout à l'heure, là, il y a quelques mois, les chasseurs manifestaient beaucoup le samedi contre l'interdiction, la suspension de certaines chasses traditionnelles par le Conseil d'État. Ça a cristallisé un petit peu tous vos débats. Il y a eu par-dessus ce nouvel homicide involontaire aujourd'hui avec l'automobiliste touché par une balle en Bretagne. Est-ce que vous avez l'impression, et donc tout ce débat sur la sécurisation, est-ce que vous avez l'impression, chasseurs, que quelque part, l'étau se resserre un petit peu et que de toute façon, si des choses ne sont pas faites, vous allez vous faire de moins en moins bien voir par une grande majorité de la société française? On entend très bien la minorité qui est bruyante. Aujourd'hui, les gens qui sont des anti-chasse, des anti-rurales, je dis parce que j'inclus beaucoup de ruraux avec la chasse, et aujourd'hui, c'est le cas. C'est le cas parce que les réseaux sociaux font un travail énorme sur ça. Donc vous parlez d'une minorité bruyante. Parce que la minorité qui aujourd'hui est anti-chasse fait le plus de bruit. La majorité des Français, Adrien Dovetta, la majorité des Français dans les sondages sont hostiles à la chasse, il faut le rappeler. Hein. Sont comment? Hostiles à la chasse. Il y a plus de 50% des Français dans les sondages qui sont hostiles à la chasse. Bon, les faits démentent la propagande des chasseurs. C'est un sondage que vous avez Non, c'est un sondage. C'est encore un sondage IFOP du mois d'avril pour la Fondation Brigitte Bardot en l'occurrence, mais c'est un sondage IFOP, le même institut auquel a fait appel la Fédération de la chasse au même moment en avril. Adrien Dovetta, il y a la Fondation François Sommer qui est loin d'être opposée à la chasse, qui a proposé un livre blanc envoyé à tous les parlementaires où il est écrit que pour demeurer une activité répandue en 2040, donc c'est quand même une projection, la chasse doit s'imposer de sérieux efforts d'adaptation à un monde qui bouge beaucoup. On n'entend pas beaucoup ça quand même dans votre discours de jeune chasseur de 24 ans, alors encore moins dans celui de Willy Schran, mais vous c'est presque encore plus étonnant, non? Mais moi je peux vous dire qu'on verra dans 40 ans. Aujourd'hui on travaille sur... Mais ça se prépare énormément et on y travaille. Aujourd'hui, on améliore l'image de la chasse. On va dans les écoles. Aujourd'hui, écologiquement, on va sur le terrain. On est en contact permanent avec les agriculteurs, avec les forestiers, avec les gens de la ruralité, avec nous protégeons nos collines, nous. Nous sommes sur le terrain. Quand il y a un incident dans les bois, un feu de forêt ou quoi que ce soit, les chasseurs sont au contact. On est des premiers écolos. On est les premiers à faire des actions concrètes plutôt de dire les choses sur les plateaux télé. Alors Willy Schran, il a son mandat jusqu'en juin prochain. Est-ce que c'est finalement pas lui le problème aujourd'hui pour l'image de la chasse elle-même et pour son évolution? Là encore, je m'adresse aux jeunes chasseurs que vous êtes, Adrien Dovetta.
Moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, à la tête de la Fédération nationale, nous avons un très bon président, un président qui a su mener la réforme de la sécurité, la réforme de la chasse, et qui œuvre tous les jours pour que la chasse s'améliore. Tout le monde derrière Willy. Vous n'êtes pas prêt à changer, à mettre une jeune femme, par exemple? Après, ça, ce sont des élections, madame. Oui. Si aujourd'hui, il y a une jeune femme qui veut se présenter à la tête de la Fédération nationale... qu'elle y aille. Moi, je n'ai rien contre ça. Allez, encore quelques messages, Camille, de la part des auditeurs. Eh bien, terminer. Agnès, tiens, propose cette question. Pourquoi ne pas organiser un référendum comme en Suisse? Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Gérard Charolois, d'abord, très rapidement, et Adrien Novetta en un mot. J'y serais extrêmement favorable parce que je sais très bien que le peuple français nous soutient et moi qui vis en milieu rural, je dément complètement cette vision archaïque de la ruralité. Dans la ruralité, il n'y a pas que des demeurés, il y a aussi des gens qui n'aiment pas la chasse, qui aiment les animaux, qui aiment la nature, qui ont le souci de protéger la nature. Et ça, je peux le dire parce que moi, je vis en forêt. Je ne suis pas à Paris dans un salon parisien. Adrien Novetta. Permettez-moi de vous dire un mot. Je suis au moins d'accord avec le chasseur sur un point. Ils ont un excellent président qui est tout à fait caricatural de ce qu'est le monde de la chasse. Il a écrit sur un de ses sites qui voulait choper, je prends le terme, choper les opposants à la chasse pour leur casser la gueule. Bon, ça, il l'a écrit. Et il a reconnu sur une antenne parallèle, pas la vôtre, qu'il n'allait pas à la chasse pour réguler, mais par passion. Ça, on l'a vu tout à l'heure. C'est très bien. Adrien Novetta, un mot, oui, non, référendum, vous seriez d'accord ou pas? Oui, non. Oui, si vous voulez. Ah ben voilà, on a au moins une concession. On en aura eu une à 30 secondes de la fin de l'émission. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Merci aux équipes de France Bleu Provence et France Bleu Périgord pour ce duplex. Merci Émilie Brouze. Merci. Pardon de vous avoir si peu laissé la parole. C'était un peu compliqué à gérer. En tout cas, on peut se référer à l'Obs, puisqu'il y a ce dossier qui sort aujourd'hui en partenariat avec La Terre au Carré, la chasse, une querelle française. Merci beaucoup à vous d'être venus dans l'émission.